Bonjour. Bonjour. Alors pourriez-vous vous présenter votre vie étudiante puis votre vie professionnelle? Alors, je suis une universitaire, donc j'ai fait une maîtrise de philosophie élémentaire, un doc de psycho à la Sorbonne, à René Descartes, et puis après j'ai fait un troisième cycle à l'IGS en gestion des ressources humaines. Voilà. Et puis après, je suis rentrée directement dans le recrutement, parce que c'est ce qui me passionnait, c'était vraiment une vocation. Et donc, j'ai fait des stages chez Bernard Alexandre. Euh, je suis restée après chez Bernard Alexandre en tant que chargée de recherche. Donc c'était un cabinet d'approche directe de cadre plutôt dirigeant, assez confidentiel. Et puis après, je suis passée consultante chez Taillandier Conseil, où là j'étais consultante en approche directe et en annonce. Et puis après, j'ai travaillé en freelance pour des cabinets de search. Et je suis passée voilà, quelques années freelance. Et après, en 97, nous avons créé à plusieurs le cabinet DBAO, qui a donc 16 ans aujourd'hui. Voilà. Et qui a vocation de faire de l'approche directe à 80%. Donc est-ce que vous pouvez détailler un peu plus pour présenter ce cabinet? Oui, alors c'est un cabinet assez atypique. DBAO, d'abord, ça veut dire de bouche à oreille, parce que c'est le sens de notre métier, mais ça reprend également les initiales de chaque associé. Donc nous sommes aujourd'hui, après plusieurs allers-retours d'associés qui sont partis, revenus et repartis. Donc aujourd'hui, nous sommes trois associés, une chargée de recherche, et nous avons un fonctionnement assez atypique puisque nous ne rencontrons pas les candidats. Nous approchons des candidats ou nous les interviewons via les annonces et au téléphone uniquement. Donc ce sont des interviews qui durent entre 1 heure et 2 heures en fonction des enjeux, du poste, du niveau. Et puis après, de façon assez classique, nous faisons des dossiers que nous envoyons à nos clients qui voient ou non les candidats. Voilà. Donc assez atypique sur le mode de fonctionnement, le résultat étant le même puisque nous sommes là pour recruter par approche et un petit peu par annonce. Et alors c'est un choix, c'est parce que... Oui, c'est un choix pour plusieurs raisons. À l'époque, c'était pas à la mode comme aujourd'hui, mais c'était pour faire de la non-discrimination. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, aujourd'hui, on nous demande d'être extrêmement réactif sur nos missions, donc ça nous permet d'aller très vite, d'autant plus que nous avons des candidats qui viennent de l'étranger ou de province, donc on arrive toujours à caser dans un emploi du temps 1 heure ou deux d'entretien. Donc ça nous permet d'être extrêmement réactifs. Et puis le troisième élément, c'est que les candidats ne vont pas travailler avec nous, mais avec nos clients, qui a une part très subjective dans le recrutement. Donc le but, c'est que les candidats... Vous pouvez arrêter, non? C'est que les candidats voient nos clients rapidement, ils travaillent avec eux, et donc c'est qu'ils s'entendent bien avec eux. Nous sommes là pour valider des critères extrêmement objectifs comme la motivation, la rémunération, l'expérience professionnelle, les souhaits d'évolution, etc. Voilà. Et donc pas la partie subjective qui est... Non, après, voilà, vous développez, lorsque vous ne pouvez pas développer un sens qui est la vue, vous développez l'ouïe, forcément, et on entend énormément de choses. Et après 17 ou 20 ans d'expérience dans ce métier et d'écoute des candidats, c'est vrai qu'aujourd'hui, notre métier n'est pas d'envoyer tous les candidats chez nos clients, mais de faire une sélection. On sélectionne effectivement, mais on entend des choses qui sont assez différentes. Voilà. D'accord. Et donc vous rencontrez jamais un candidat. Alors, il y a des missions aujourd'hui qui sont des missions de top management où nous travaillons avec une ancienne DRH qui aujourd'hui fait du coaching et nous avons mis en place un module qui s'appelle Leadership Assessment où là les candidats sont interviewés 3 heures de visu séquencés en 4 fois 3 quarts d'heure. Et là, le but, c'est de dire, aujourd'hui, on voit des candidats pour valider leur passé professionnel et si leur passé coïncide avec les souhaits à l'instant T d'une entreprise.
Donc là, le but, c'est de dire les entreprises évoluent, elles ont une culture d'entreprise, une philosophie, et les candidats ont aussi leur culture, leurs valeurs. Donc on va valider non seulement le passé professionnel des candidats, mais aussi leur avenir et la façon dont ils vont évoluer au sein d'une entreprise et comment ils vont pouvoir faire un bout de chemin ensemble. Voilà. Et donc, ces entretiens sont là pour valider des critères qui sont beaucoup plus larges que stricto sensu le parcours professionnel uniquement du candidat. Voilà. Vous faites des tests, Non, non, on ne fait pas de test. pas de Non, graphologie, non, pas de grapho, pas de test. Voilà. donc l'étude du son. Oui, mais là, bon, les entretiens sont des entretiens de visu. Hein. Par contre, sur le leadership Oui. assessment, de la même façon, nous avons mis en place d'autres modules de recrutement, comme des parcours d'intégration, qu'on appelle du coaching d'intégration, parce qu'il est clair que des candidats, lorsqu'ils arrivent dans une entreprise, il faut qu'ils fassent le deuil de leur ancienne culture. Il faut qu'ils s'intègrent à une nouvelle entreprise, qui est toujours délicat, à des nouveaux managers, à des nouveaux modes de penser, de travailler. Et donc nous sommes là pour les accompagner pendant 6 mois, à raison de 1h30 tous les 15 jours, pour les intégrer dans l'entreprise. Et donc ça se fait de façon tripartie entre le consultant, le candidat et son manager. Voilà. Donc une heure et demie toutes les 2 semaines, pendant Oui, 6 mois, pendant avec 6 à 3 mois. personnes. Oui, coaching d'intégration. Et ça, c'est pour des postes, quel type de poste? Plutôt des experts, des cadres dirigeants. D'accord. Et parce qu'ils sont en reconversion, ils sont... Non, non, pas forcément, parce que l'intégration, souvent dans les cabinets, ça se limite à appeler 2, 3 fois le candidat pendant son intégration pour savoir si ça se passe bien. Donc là, c'est vraiment aller au-delà et donner toutes les chances. Et c'est l'entreprise qui veut donner toutes les chances au candidat de bien s'intégrer dans son entreprise et de prendre très correctement son poste et ses fonctions. Donc on l'accompagne et c'est du coaching d'intégration. Et c'est pas parce que le poste est extrêmement complexe ou extrêmement où il y a des difficultés quelque part ou... Ça peut être aussi un axe qui fait qu'on on fait appel à du coaching d'intégration, mais pas uniquement. Ça peut être quelqu'un qui n'a jamais managé, qui va prendre un poste de management et on veut lui donner toutes les chances de réussir. Souvent, le coaching est mis en place une fois qu'il y a une difficulté. Là, on anticipe la difficulté. C'est avant qu'elle n'arrive, on anticipe. Voilà. Et alors, vous travaillez dans quel domaine d'activité ou quel... Tout secteur d'activité, donc après chaque associé du cabinet a ses secteurs, mais ça va être vraiment tous les secteurs de l'industrie aéronautique, automobile, comme les loisirs, l'industrie du luxe, le pneumatique, voilà. C'est ce qui fait aussi la richesse de nos métiers. Et puis, il est clair aussi que lorsqu'on est très spécialisé, on a des off-limits, on a beaucoup de clients dans le même secteur d'activité, donc il arrive à un moment donné où vous ne pouvez plus chasser dans trop de sociétés, puisque ce sont des clients. Donc il vous faut des terrains de chasse et des clients. Donc voilà, donc nous on a détourné la chose en travaillant dans tous les secteurs d'activité. Après, il y a des secteurs où il est pertinent, c'est clair, d'être spécialisé, comme par exemple l'industrie pharmaceutique, il y a des cabinets qui sont spécialisés, l'informatique, puisque en plus sont des technologies qui bougent très très vite, donc il vaut mieux avoir des fichiers, des viviers. Voilà, donc ce sont des secteurs où la banque, assurance, finance. Vous avez là des cabinets spécialisés. Et nous, nous sommes généralistes. D'accord. Mais vous avez aussi des fichiers, j'imagine. Ah oui, bien sûr, nous avons des fichiers. Nous travaillons sur nos bases de données, mais des bases de données, par exemple comme cadre emploi, les annuaires d'école obligatoirement, les associations, voilà. Donc, Les associations, c'est... oui, vous avez souvent dans des métiers des associations, donc des professionnels qui se regroupent au sein d'associations. Donc nous, en les identifiant, ça nous permet de passer auprès de ces associations des annonces et de récupérer des CV de personnes qui pourraient être intéressées. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu comment se faire recruter par votre intermédiaire, quelle qualité il faut avoir, qu'est-ce qu'il faut faire, CV, la démotivation, tout? Alors,
Il y a deux choses. Soit que ce soit pour un cabinet ou une entreprise, c'est la même chose, hein. Soit vous répondez à une annonce, soit vous faites une candidature spontanée, c'est pas du tout la même chose. Il faut obligatoirement un CV et une lettre de motivation. C'est pas la même chose, mais ça va ensemble. Donc le CV, vous reprenez votre parcours, hein, professionnel, et le CV, doit être le reflet de ce que vous êtes. Donc il faut qu'il soit de toute façon clair, précis, pas trop se perdre dans les détails, mais rentrer un petit peu dans le détail. Un exemple, vous avez des personnes qui vous mettent chef de projet, on ne sait pas ce que ça veut dire chef de projet. Donc il faut que le CV soit extrêmement clair. Par ailleurs, la lettre de motivation, alors soit vous répondez à une offre, il faut reprendre les points qui sont dans l'offre, enfin dans l'annonce, et dans ces cas-là, vous y répondez, et vous faites le lien entre ce que vous avez fait, ce que vous savez faire et ce que l'entreprise ou le cabinet demande. Soit vous répondez, vous faites une candidature spontanée, et là il faut être beaucoup plus large. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent, des choses qui vous déplaisent parmi les candidatures que vous voyez? Alors, surtout dans les lettres de motivation, les fautes d'orthographe, ça c'est rédhibitoire, évitez les fautes d'orthographe. Les fautes de français, c'est pas très élégant. On suppose que vous faites attention à la lettre que vous envoyez, elle vous représente, vous allez représenter éventuellement l'entreprise plus tard. Si vous faites des fautes de français, des fautes d'orthographe, c'est juste pas possible. Ne pas mettre trop, moi j'apprécie pas tellement dans les lettres de motivation les candidats qui mettent je suis rigoureux, je suis professionnel, je sais tout faire. On se doute que vous n'allez pas mettre le contraire. Et puis c'est, je pense, aux recruteurs de se dire que vous êtes rigoureux, vous êtes professionnel et vous répondez bien à l'annonce. Et surtout, lorsque vous répondez à une annonce, répondez de façon pertinente. Si dans une annonce il y a écrit qu'il faut 5 ans d'expérience, que vous n'avez pas d'expérience professionnelle, ne répondez pas. La première idée du recruteur lorsqu'il passe une annonce, qu'il reçoit un CV et que c'est pas ciblé, c'est que vous n'avez pas compris ce qu'on demande et qu'il y a forcément un problème. Donc, envoyez une candidature spontanée si ça vous fait plaisir, si l'entreprise vous intéresse, mais ne répondez pas à une annonce lorsque vous ne répondez pas aux critères de recrutement, voilà, et au cahier des charges. Vous avez dit rédhibitoire pour les fautes d'orthographe. Est-ce que vous avez éliminé des candidats pour de l'orthographe? Oui, moi ou des clients. Des clients, oui, souvent éliminent les candidats pour des fautes d'orthographe ou pour des lettres de motivation qui sont brouillonnes ou qui ne sont pas pertinentes, ou il y a des ratures, parce que ça arrive, ou il y a des taches de gras, ça arrive. Donc voilà, la lettre de motivation, c'est votre vitrine. Si elle est sale, si elle est brouillonne, s'il y a des ratures, voilà, ça ne donne pas envie. Voilà. Même si sur le CV c'est parfaitement adapté au poste Oui, oui. Bah parce que ça veut dire que vous êtes brouillon, que si vous avez pris le soin de faire votre CV, bah la lettre de motivation, vous avez considéré que ça n'en valait pas la peine et que vous pouviez envoyer tout et n'importe quoi et surtout n'importe quoi. Donc il faut que la lettre de motivation soit impeccable. Est-ce que vous avez déjà participé au recrutement de personnes qui font assez attention aux docteurs, à des Euh, docteurs? Est-ce que vous avez recruté des oui, oui, docteurs? oui, dans l'industrie, surtout dans tout ce qui est bureau d'études, R&D, effectivement, on recrutait des docteurs. Mm. Alors, dans quel domaine d'activité? Donc l'industrie? Dans l'industrie aéronautique, automobile, voilà, dans ce type d'industrie où effectivement on recrutait des docteurs. Euh, donc voilà, Qu'est-ce essentiellement. Voilà. qu'est-ce que vous pensez de ce type de profil? Écoutez, des profils forcément intéressants, de gens qui ont des compétences qu'on ne trouve pas voilà, chez des universitaires ou des gens qui ont fait des écoles d'ingénieurs. Euh, il faut qu'ils considèrent aussi que lorsqu'ils envoient un CV, souvent les CV des docteurs sont beaucoup plus longs parce qu'ils rentrent beaucoup dans le détail, hein. Il faut qu'ils considèrent qu'un recruteur, lorsqu'ils vont envoyer leur CV, c'est souvent quelqu'un des ressources humaines qui va lire le CV. Et il faut qu'on puisse, nous,
aux ressources humaines où on a souvent des formations RH et pas des formations d'ingénieurs en mécanique ou en peu importe, ou en génie climatique ou autre, il faut qu'ils se disent que leur CV doit être très compréhensible de quelqu'un qui n'a pas fait leurs études et qui doit comprendre immédiatement que le CV de Monsieur Dupont va correspondre à l'annonce de Monsieur Durand. Voilà. Donc il faut essayer d'expliciter le plus possible le CV, le rendre clair et compréhensible de tous et surtout de recruteurs qui sont dans les ressources humaines. Voilà. Et qui ne sont pas des ingénieurs. Donc moi, mon conseil serait de faire un CV assez court, hein, qui reprend Une les page. principales, voilà, oui, une page, qui reprend les grandes lignes et les compétences clés, et puis faire un CV peut-être sur les compétences techniques. C'est vrai que là, on va rentrer beaucoup plus dans le détail, et cette partie-là ira plus à l'opérationnel qui, lui, va forcément tilter lorsqu'il va voir certains langages, certaines connaissances très techniques, mais qui ne diront peut-être pas grand-chose au recruteur en lui-même. Donc envoyer 2 CV. Envoyer le CV et peut-être un document compétences. Voilà. D'accord. Souvent pour les docteurs, souvent dans tout ce qui est R&D, voilà, bureau d'études. D'accord. C'est ce qu'ils font souvent. Moi, je l'ai vu souvent et c'est vrai que c'est très agréable de bien comprendre et ça rend les choses très claires. Est-ce que vous voyez une évolution du marché de l'emploi à votre niveau? Alors, évolution du marché de l'emploi, ça va être essentiellement sur de nouveaux métiers. Aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, c'est la mutation des entreprises qui recherchent de plus en plus des métiers très neufs. Et donc, on va rechercher beaucoup plus des compétences qu'un parcours professionnel. Des compétences et une personnalité pour créer ces nouveaux métiers. Et ça, on le voit dans tous les secteurs d'activité et au niveau de tous les métiers. Voilà. Et plus précisément? Alors ça peut être de la gestion sociale, ça peut être de la GED. Aujourd'hui, la GED, tout ce qui est numérisation de documents, informatisation, etc., on l'a beaucoup vu dans la banque. Et aujourd'hui, les entreprises, même françaises, ayant des filiales à l'international un peu partout, doivent communiquer de façon extrêmement fluide. Et donc, on numérise tous ces documents. Ça sont des métiers nouveaux qu'on voyait beaucoup, par exemple, dans les bibliothèques, où on numérisait les documents, les livres, etc. Maintenant, on le voit au niveau des entreprises, et toutes les entreprises s'y mettent. Donc, il n'y a pas forcément de gens, alors s'il y a quelques écoles qui forment à ces métiers-là, mais il n'y en a pas énormément. Donc voilà, ce sont des métiers assez nouveaux. Documentation, Oui, métier, exactement. archives. Oui. Mais ça va au-delà, puisque ça va au-delà de l'archive et de la documentation. C'est rendre fluide l'échange de documents entre des filiales et entre des structures. Donc, lorsque vous prenez par exemple, je vous donne un cas très concret, lorsque vous avez un projet, le projet, il va passer par de l'avant-vente, du commercial, de la production, de la qualité, de la recherche et développement, etc. Et donc un document, il a un parcours extrêmement long dans l'entreprise, il est validé à différents niveaux au sein de l'entreprise mais chez les clients. Et plutôt que d'avoir des feuilles qui sont faxées ou qui sont numérisées sur un ordinateur, elles sont dans des documents bien spécifiques et on les trace. Voilà, c'est la traçabilité des documents. Voilà. Pas uniquement dans la filière bovine. Pas uniquement la filière bovine. Et c'est d'actualité. D'accord. Et il y a d'autres métiers comme ça Écoutez, dans les ressources humaines, oui, y en a à peu près dans tous les métiers. Gestion sociale. Gestion sociale, c'est quoi? Ça correspond à quel type Alors, de... il y a par exemple gestion sociale, c'est tout ce qui va être, c'est par exemple, vous prenez une personne qui va gérer les relations sociales, la vie du salarié, c'est plus uniquement de l'administration du personnel. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que vous avez beaucoup de métiers. Alors par exemple, vous avez aussi tout ce qui est réseaux sociaux. Au niveau des ressources humaines et surtout au niveau du corporate, jusqu'à présent, vous aviez des gens qui géraient les réseaux sociaux, mais bon,
résumé à passer une annonce sur LinkedIn ou sur Viadeo. Aujourd'hui, la marque employeur, travailler sur la marque employeur, c'est extrêmement stratégique pour les entreprises. Donc, il y a de plus en plus de sociétés qui font ça. Alors, on va prendre par exemple très concrètement quelqu'un qui a été campus manager, donc qui s'occupait de relations école et qui aujourd'hui glisse de plus en plus sur la marque employeur parce que c'est un vrai métier et un métier extrêmement stratégique au niveau des ressources humaines corporelles. Voilà. Et donc, ça sont des métiers qui sont extrêmement neufs, mais stratégiques. D'accord. Merci. De rien.